Salam alaikum azul fillaoun. Bonsoir. Le 5 juillet est une date qui unit et rassemble. Elle rappelle le sacrifice immense d'un peuple qui a conquis son indépendance au terme d'une lutte exceptionnelle. En ce jour d'anniversaire, le souvenir des valeureux chouhada s'impose avec force. Leur sacrifice suprême a permis à l'Algérie de recouvrer sa liberté et sa souveraineté. Gloire à leur mémoire. Rabbi yarhamhum. Asni'afu Rabbi. Cette mémoire appartient à tous les Algériens. Elle doit être préservée, respectée et transmise. Mais célébrer l'indépendance ne saurait dispenser d'un regard lucide sur le présent. Dans son message à la nation, le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé son ambition de faire accéder l'Algérie au rang des pays émergents, tout en mettant en avant le projet de l'Algérie nouvelle, la fidélité à la déclaration du 1er novembre et le bon déroulement des élections législatives. Le chef d'état-major de l'AMP, le général d'armée Saïd Chingriha, a pour sa part appelé à la vigilance face aux ennemis d'hier et d'aujourd'hui et aux menaces pesant sur le pays. Ces messages traduisent une volonté d'afficher l'unité nationale. Pourtant, ils peinent à répondre à une interrogation qui traverse une partie de la société. Pourquoi, 64 ans après l'indépendance, l'Algérie n'a-t-elle pas encore pleinement réalisé les promesses portées par les générations de la Révolution? Le contraste est saisissant entre les ambitions affichées et les difficultés vécues par de nombreux citoyens. Le pays dispose d'atouts considérables, des ressources énergétiques majeures, une position géographique stratégique, une jeunesse nombreuse, un patrimoine historique exceptionnel et un potentiel agricole, industriel et humain important. Pourtant, le chômage, les difficultés économiques, la dépendance aux hydrocarbures, les lenteurs administratives et la faiblesse de la diversification économique continuent de nourrir le doute. Le scrutin législatif du 2 juillet illustre également ce malaise, avec un taux de participation historiquement faible. L'abstention apparaît moins comme un simple désintérêt ponctuel que comme le symptôme d'une distance persistante entre une partie des citoyens et les institutions politiques. Au-delà des interprétations partisanes, cette réalité interroge la confiance accordée au processus politique. La société algérienne est également confrontée à un débat plus large sur les libertés publiques, l'expression politique, le pluralisme et la place de la société civile. Beaucoup estiment que le développement économique ne peut être dissocié de la consolidation de l'état de droit, de la transparence des institutions et d'un climat favorisant la participation citoyenne. L'histoire de l'Algérie démontre pourtant une formidable capacité de résilience. C'est précisément au nom de cet héritage que le débat sur son avenir mérite d'être conduit avec sérénité, responsabilité et ouverture. Les défis auxquels le pays est confronté ne pourront être relevés uniquement par des discours commémoratifs ou des objectifs ambitieux. Ils exigent des résultats concrets, une gouvernance efficace, une économie créatrice d'emplois, des institutions crédibles, une confiance renouvelée entre l'État et les citoyens. Le plus bel hommage que le pouvoir puisse rendre aux martyrs de la Révolution n'est pas seulement de célébrer leur mémoire chaque 5 juillet. C'est de faire en sorte que les idéaux pour lesquels ils se sont battus, la dignité, la justice, la souveraineté populaire et le progrès, trouvent une traduction tangible dans le quotidien des Algériens. 64 ans après l'indépendance, le véritable défi n'est plus de conquérir la liberté. Il est de lui donner tout son contenu politique, économique et social, afin que l'avenir du pays soit à la hauteur des sacrifices consentis pour son indépendance. 64 ans après l'indépendance, quel avenir pour l'Algérie? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro.
Algérie, 64 ans après l'indépendance, l'urgence d'un nouveau souffle. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Hassan Hiresh, économiste et analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fillak Hassan. Bonsoir Sina Sar, Azoul Fillak, Azoul Fillak al-Marra, Azoul Iwougad Andi Swalin. Azoul à toute votre équipe et merci pour cette invitation. Je crois que vous avez un invité de marque, Maître Aïssa Rahmoun, si je ne me trompe pas. Oui. Auquel cas, Absolument. si c'est le cas, je le salue chaleureusement, fraternellement et je suis content qu'il soit avec moi sur ce plateau. Merci beaucoup Abdel Hassan, très content de vous avoir tous les deux. Donc, vous avez donc évoqué notre invité Maître Aïssa Rahmoun, très content de l'avoir aussi. Rappelons que Maître Aïssa Rahmoun donc, est avocat, mais aussi secrétaire général de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous aussi depuis Paris, via Skype. Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fillak, c'est Aïssa. Azul, c'est Nasser. J'espère que vous m'entendez parce que le son il n'est pas très clair. Il y a des séquences qui m'échappent aussi. C'est toujours un grand plaisir d'être avec Hassan et partager avec lui des idées, mais aussi des remarques, des positions. Hassan, c'est notre aîné, donc tout le plaisir est pour moi. Merci de l'invitation, c'est Nasser. Mes salutations à la régie et aux téléspectateurs d'El Maghribia. Azul. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun. Très content de vous avoir tous les deux. On est très content aussi d'échanger vos analyses que je suis sûr qu'ils seront pertinentes par rapport au thème de ce soir. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et donner la parole à nos invités, quelques titres de la presse nationale. Et on va commencer avec l'APS qui a titré le 64e anniversaire de la fête de l'indépendance incarne les plus nobles valeurs de sacrifice et d'abnégation dans l'histoire de la nation algérienne. L'APS, le journal Al-Watan, a titré « Tebboune adresse un discours à la nation à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance. L'histoire retiendra à jamais les chapitres d'une révolution épique. » Le soir d'Algérie, l'Algérie fête le 64e anniversaire de son indépendance, conjuguée l'héritage au futur. TSA, tout sur l'Algérie, Saïd Chingriha fustige les ennemis de l'Algérie. Le chef de l'état-major de l'ANP, Saïd Chingriha, a mis en garde samedi les ennemis de l'Algérie dans un message adressé au personnel de l'armée nationale populaire ANP à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance. Le général d'armée Saïd Chingriha a évoqué des complots qui se trament contre l'Algérie par les ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Deux titres du matin d'Algérie. On va commencer avec ce titre « Abstention » quand le pouvoir se défausse sur les partis. Le verdict des urnes est sans appel, avec un taux de participation provisoire de 20,79% à l'intérieur du pays. Les élections législatives du 2 juillet 2026 enregistrent la plus faible mobilisation électorale depuis l'indépendance. Plus de 4 électeurs sur 5 ont choisi de ne pas rendre aux urnes de ne pas se rendre aux urnes, confirmant que l'abstention est désormais un phénomène structurel de la vie politique algérienne plutôt qu'un simple accident conjoncturel. Et ce dernier titre, toujours du matin d'Algérie, le RCD retrouve le Parlement sans retrouver son poids électoral. Pardon. Voilà quelques titres donc, de la presse et on va vous montrer donc ce petit clip du message du chef de l'État, Al-Majid Tebboune, à l'occasion donc du 64e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.
Le peuple algérien a endossé ces immenses sacrifices pour préserver l'honneur de l'Algérie. L'histoire conservera à jamais le souvenir de cette révolution glorieuse, symbole d'un peuple profondément attaché à la dignité, à l'honneur. En célébrant le 64e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, nous réaffirmons notre devoir de préserver la mémoire nationale et d'honorer les sacrifices des résistants, des militants du mouvement national et des martyrs de la guerre de libération. Nous ressentons profondément l'héritage qu'ils ont légué dans la conscience des Algériennes et des Algériens, la fidélité éternelle au message du 1er novembre et à l'idéal des martyrs. Nous sommes fiers que l'esprit de l'Algérie nouvelle, bâti par des volontés nationales sincères, puise sa force dans cette fidélité au serment des Chouhada. Nous avons la conviction que le peuple algérien, fort des choix souverains de l'Algérie et des réalisations inédites accomplies ces dernières années, poursuivra les réformes et renforcera le développement durable et global avec son objectif de hisser dans un avenir proche notre pays au rang des nations émergentes. Voilà. Quelques extraits donc de ce message du chef de l'État Majid Tebboune à l'occasion donc du 64e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. On va jouer aussi un deuxième clip, on va vous faire passer ce deuxième clip aussi, toujours le message de Majid Tebboune. Alors que nous commémorons cette date historique qui coïncide avec une importante échéance constitutionnelle dans le processus de consolidation de la véritable démocratie, je tiens à saluer les efforts consentis pour assurer le succès des élections législatives organisées il y a 2 jours. Ces efforts ont permis de garantir une campagne électorale marquée par une compétition démocratique loyale et d'assurer aux citoyennes et aux citoyens l'exercice de leur devoir électoral dans la sérénité et dans les meilleures conditions. À cette occasion, j'adresse mes plus sincères félicitations au vaillant peuple algérien à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Voilà. Da Hassan, je commence cette émission avec vous. Je m'excuse bien sûr, Maître Issa Rahmoun. Da Hassan, le message du chef de l'État à l'occasion donc du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance, mais aussi de la jeunesse. Il a parlé d'hommage aux martyrs. Le président donc a salué les sacrifices des résistants, des militants du mouvement national, des chouhada, rappelant que l'indépendance est le fruit de plus de 132 années de résistance au colonialisme. Il a insisté aussi sur la nécessité de préserver la mémoire de la Révolution et de rester fidèle à la déclaration du 1er novembre. Réaffirmation aussi du projet de l'Algérie nouvelle, comme le prolongement des idéaux de la Révolution fondés sur des volontés nationales sincères. Qu'est-ce que vous en pensez de ce message? D'abord, je m'incline devant la mémoire de nos chouhada, nos pères, nos grands frères, nos grands-pères pour certains, et je salue leur mémoire et nous avons le devoir de défendre cette mémoire-là. Alors évidemment que le message de Majid Tebboune est en soi intéressant, mais le problème c'est que il y a beaucoup de choses qui restent des vœux, 64 ans après l'indépendance, que la liberté des Algériens, que le bonheur des Algériens, que le développement du pays, que les libertés démocratiques, tout cela, qui fait justement les idéaux pour lesquels sont morts des milliers de nos compatriotes. Le problème qui se pose, c'est que ça reste aujourd'hui encore des vœux. C'est-à-dire, j'aurais aimé, personnellement, j'avais 12 ans à l'indépendance, j'ai assisté justement à toutes ces fêtes qui ont été montrées dans la première vidéo. J'ai vu des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards qui sortaient, donc prenaient tous les véhicules possibles et imaginables, marchaient à pied, des you-you partout. Et donc aujourd'hui, 5 juillet 2026, évidemment, l'idéal, ça aurait été justement que dans tous nos villages, que dans tous les quartiers des villes, qu'on assiste justement à cette fête sonore.
qu'on entende des you-you, des femmes, des cris des enfants, de joie, qu'on déploie le drapeau algérien de Annaba à Oran, d'Alger à Tamanrasset, de Djidjel à Béchar, ainsi de suite, du nord au sud, d'est en ouest, que les Algériens festoient, qu'il y ait de la musique, du théâtre, des discours, des embrassades, que les Algériens puissent faire du couscous, de la rechta, je ne sais pas quoi, des baklawa, des gâteaux, à tout ce qui passe et qu'on peut faire entrer les étrangers, les passants, les machins dans les maisons, qu'on offre des fruits, de la pastèque, du melon, tous les fruits de saison aujourd'hui. Donc aujourd'hui, normalement, depuis 6 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin cette nuit, les Algériens devraient festoyer, devraient être dehors, heureux, s'embrasser, et puis en symbiose, civils, militaires, policiers, magistrats, enseignants, élèves, hommes et femmes politiques, tous ensemble. Ça aurait été un rêve de voir des tables débordantes dans les rues, devant les maisons, que l'on voit sur les murs des fresques qui justement rappellent le combat de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. Tout ça, évidemment, malheureusement, n'est pas une réalité aujourd'hui, 64 ans après. C'est plutôt terne, c'est plutôt morne, c'est plutôt le lendemain d'une élection qui ne répond pas aux espoirs que devrait avoir une élection législative. C'est une assemblée moribonde qui est élue, et à part une poignée de vrais militants, tout le reste, c'est des apparatchiks, c'est des bniouïouis qui vont voter pour les lois qui seront proposées par l'exécutif sans même les avoir lues. Et donc aujourd'hui, comme avait écrit Bessaoud Mohamed Arab, commandant de la LN, heureux les martyrs qui n'ont rien vu. Voilà ma première impression, c'est ça. C'est que le discours de notre président, c'est vrai, on est tous d'accord avec ça, mais malheureusement, ça reste encore un vœu. Plus de 3 générations après, et jusqu'à quand? Jusqu'à quand le changement? Jusqu'à quand la nouvelle Algérie? Jusqu'à quand l'Algérie rêvée par les Chouhada, par les Moudjahidines? Quand je pense que même les dépouilles mortelles de Améroche et Sihouès ont été cachées par le sombre colonel mégalomane Boumdine Bokharouba, quand je pense que Bourguiba a été mis en prison, qu'il a été sali à la télévision algérienne, que des militants sincères, patriotes, croupissent encore aujourd'hui pour avoir exprimé leurs idées, pour avoir exprimé leurs opinions. Quand je pense qu'on ne peut plus déployer le drapeau à Mézir, que nos enfants ne puissent pas aller à l'école apprendre leur langue ancestrale. Quand je pense que les journalistes ne peuvent pas écrire, que les avocats ne peuvent pas défendre, que les magistrats ne peuvent pas juger selon le droit, que les politiques ne peuvent pas faire des meetings, des rencontres, que les philosophes, les littéraires et tout ça ne peuvent pas faire des cafés littéraires, que les écrivains ne puissent pas dédicacer leurs livres, que les maisons d'édition ne peuvent pas éditer les livres qu'ils veulent, que l'essentiel des écrivains algériens sont en France ou au Canada, que encore aujourd'hui il y a une saignée que les meilleurs cadres, les meilleurs médecins, les meilleurs ouvriers partent d'Algérie de façon officielle ou clandestine, que de l'argent est détourné, que ceux qui ont de l'argent essayent de le faire sortir, que les entrepreneurs sont freinés et tout ça. Donc il y a une contradiction entre l'espoir qu'avait suscité l'indépendance de l'Algérie et puis la première supercherie du reste, c'est que l'indépendance était le lendemain du scrutin du 1er juillet
Et il faut rappeler aux téléspectateurs, c'était 99,7% de oui pour l'indépendance, alors que le scrutin d'aujourd'hui, il est à 80% d'abstention. Et puis, l'indépendance était proclamée par le général de Gaulle d'un côté, Abdelrahman Fares et Ben Youssef Ben Khedda de l'autre, et que malheureusement, Ben Bella avait décidé Ben Bella et ses acolytes, il n'est pas le seul, ont décidé de reporter cette célébration de l'indépendance au 5 juillet pour rappeler la régence turque, le 5, pour exprimer une certaine revanche, parce que c'était le 5 juillet 1830 que l'armée du Dey Hussein a été battue par l'expédition française du général de Bourmont. Donc, je ne vois pas en quoi le sang des Algériens doit rappeler la régence turque au lieu de rappeler le combat unique dans le monde, dans l'histoire du monde, avec les Vietnamiens, unique. Au lieu de rappeler justement le sang des Chouhada, rappelle la féodalité de la régence ottomane d'Alger. Il y a donc un décalage idéologique dès l'indépendance, et c'est à cela que notre président doit s'atteler pour rendre authentique notre pays, et avec sa culture, son histoire, ses langues, ses régions et tout ça, faire de notre pays un grand pays pluriel. Dans tous les sens du terme, pluriel au niveau politique, culturel, linguistique. Restez avec nous, c'est ça le rêve des Algériens. Absolument. Maître Issa Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez bien sûr de ce bilan du docteur Hassan Hirish? Il a souligné bien sûr le contraste que vit notre pays en termes de discours et de réalité. On entend le chef de l'État, bien sûr, un discours qui est très idyllique, on va dire, de la situation que vit notre pays, alors que la réalité est tout autre. Beaucoup de ce qui a été dit dans le message donc est resté des vœux, a dit notre ami Hassan Hirish, mais aussi la phrase forte « Heureux les martyrs qui n'ont rien vu ». Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, mais aussi des titres de la presse nationale qui disent que l'Algérie fête son 64e anniversaire de son indépendance, conjuguer l'héritage au futur. Maître Issa Rahmoun. Encore une fois, merci de l'invitation. Je pense que Hassan, il a fait le tour de la question et c'est bon, l'émission est terminée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on regarde dans le rétroviseur de l'histoire, les promesses de novembre et du congrès de la Soumam, est-ce qu'aujourd'hui, la question que les Algériens se posent, est-ce qu'aujourd'hui les objectifs de ces deux plateformes, de ces dates qui ont formé, qui ont dans les assises de l'État algérien, de ce que doit être l'État algérien en termes d'organisation, en termes de fonctionnement, en termes de droits et libertés et de garanties pour la société ont été atteints. Et je pense que Hassan a brassé un tableau très clair de la situation. Il répond à des questions aujourd'hui que le citoyen algérien pose à chaque événement, à chaque tournant de sa vie, de son parcours, et à chaque question existentielle qui se pose à lui. Force est de constater que le discours faire éloge de l'épopée héroïque du peuple algérien, des chouhada, des moudjahidines qui ont libéré le territoire, mais pas le citoyen, mais pas la société, mais pas l'humain. L'humain qui est censé être au cœur de toute politique de développement. Alors quand on parle de développement, c'est tous les axes, que ce soit politique, civil, politique, économique et sociale, culturelle, etc.
Et là, on s'aperçoit que le peuple algérien a fêté 2 fois réellement l'indépendance, la date du 5 juillet 62. Il a fêté au lendemain du scrutin qui a consacré effectivement à 97% et plus l'indépendance de l'Algérie. Les Algériens étaient dans la rue. Hassan a fait 12 ans. Il a à peu près le même âge que mon père. C'était la même chose pour cette jeunesse, pour ces jeunes Algériens qui aspiraient déjà à sentir l'air de la liberté, déjà à vouloir construire un État. Et la deuxième fois que le peuple algérien a fêté la date du 5, a célébré la date du 5 juillet 62, c'était pendant le Hirak. Souvenez-vous, il ne faut pas qu'on oublie que durant le Hirak, les Algériens ont fêté, ont célébré les dates les plus importantes qui ont jalonné la construction de l'État, qui voulaient, du moins, des dates symboliques qui voulaient que l'Algérie soit aujourd'hui un pays développé effectivement sur tous les plans, mais aussi que la société soit libre. Durant le Hirak, le peuple algérien a célébré le 1er novembre. Il a célébré le 19 juin. Il a célébré le 5 juillet. Il a célébré le 20 avril. Il a célébré le contrat de Rome. Il s'est remémoré des événements de Kabylie de 2001. Et voilà, donc pendant le Hirak, même le 8 mars. C'était le 8 mars, effectivement, il ne faut pas qu'on oublie. Oui, effectivement, je m'excuse pour cette omission. Le 1er mai aussi. Et donc, on voit que pendant le Hirak, l'Algérien n'a pas perdu sa boussole. Sa boussole, et quand on parle de boussole, et le rétroviseur, ses effets, il n'a pas oublié son histoire, d'où est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a donné pour se réapproprier l'indépendance. Et la boussole aussi, ça nous permet de nous orienter vers le futur. Force est de constater que dans ce discours, et du moins ce discours, on l'entend pratiquement depuis les années 60, 70 jusqu'à nos jours. Ça reste évoquer l'épopée du peuple algérien sans concrétiser le rêve de l'indépendance. C'est trahir le peuple algérien, trahir les maquisards et les martyrs de la Révolution. Aujourd'hui, est-ce que l'Algérien a accédé à son indépendance? Et moi, j'irai plus loin, à la décolonisation. Et la décolonisation, c'est plus large que l'indépendance. La décolonisation, c'est se réapproprier l'identité internationale d'un territoire, d'un État, mais aussi accompagner la société dans son développement, dans l'éducation, dans la santé, dans l'accès au logement, dans le marché du travail, dans l'égalité sociale, dans la justice sociale, dans le principe important pour une opération d'indépendance et de décolonisation au sens le plus large, c'est que le peuple dispose de lui-même, dispose de son devenir, de son présent et de son histoire. Aujourd'hui, l'histoire de la Révolution n'est pas écrite d'une manière objective. Rien n'a été dit aux Algériens et tout est caché pour les Algériens. Aujourd'hui, les Algériens ne peuvent pas être candidats à une élection et pourtant organisée par le régime. Et aujourd'hui, l'Algérien n'est pas très sûr de son avenir parce qu'il n'a aucune sécurité juridique, aucune sécurité alimentaire, aucune sécurité politique, aucune sécurité économique, aucune sécurité culturelle, aucune sécurité cultuelle. Et quand la sécurité existentielle disparaît du langage de l'État, mais aussi de ses principes, est-ce que l'idée de l'indépendance et de la colonisation est atteinte aujourd'hui, 64 ans après? Je pense que la réponse est non. La réponse a été donnée par les Algériens durant le Hirak. Elle était claire. Les messages étaient clairs.
ce que veut aujourd'hui la société algérienne vivre en étant apaisée, en étant soulagée des traumatismes passés. Plus jamais ça n'est pas entendu par le régime actuel. Très bien. Restez avec nous, maître Issa Rahmoun. La question, bien sûr, que vous avez posée, docteur Hassan Hirish, est très pertinente. Jusqu'à quand, bien sûr, quand on parle de cette Algérie nouvelle, alors que le discours des autorités parle, bien sûr, d'une réalité de cette Algérie nouvelle. On va revenir avant l'émission par rapport aux élections aussi. À ces élections législatives, Abdelmadjid Tebboune a salué les efforts déployés pour assurer le bon déroulement du scrutin, estimant que les autorités ont favorisé un climat de compétition démocratique loyal. Le président aussi a présenté ces élections comme une étape du processus d'édification d'une véritable démocratie. Mais avant de passer à cette question, d'abord on va revenir sur les déclarations du chef d'état-major, Saïd Chinguiriha. Qui pour lui donc a mis en garde les ennemis de l'Algérie dans un message donc adressé au personnel de l'armée nationale populaire l'occasion de la célébration donc du 64e anniversaire de l'indépendance. Saïd Chinguiriha a évoqué donc des complots qui se trament contre l'Algérie par les ennemis d'hier et aujourd'hui. Et on va écouter Chinguiriha dans ce clip. فمن وحي هذه الرابطة الأزلية وبفضل السياسة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية استطاعت الجزائر الجديدة والمنتصرة أن ترسم بثقة وثبات وباستقلالية مواقفها وقرارها السيد معالم مستقبلها المشرق وتحتل مكاناتها المستحقة في محافل الأمم حيث أضحت شريكا دوليا موثوقا وعامل استقرار في منطقتها ومنارة في كل مجالاتها الجيوسياسية. Voilà, donc le discours du chef d'état-major Saïd Chinguiriha. Docteur Hassan Hirish, le fait de parler, chef d'état-major a soulevé la question donc, ou adressé au personnel de l'armée que Chinguiriha, donc que l'Algérie est bien sûr, on va dire, ciblée par des complots qui se trament contre elle, par les ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Comment peut-on interpréter ce discours, Hassan Hirish, face à la situation que vit notre pays, et vous l'avez décrit, donc ce constat terrible, mais aussi, on vit aussi dans un monde qui bouge très très vite, qui se transforme d'une façon très agressive. Quelle lecture peut-on faire de ce message? Écoutez, le général Chinguiriha est dans son rôle de parler de la sécurité, de fustiger les ennemis de l'Algérie, etc. J'aurais aimé qu'il le fasse dans la langue des Chouhada et non pas la langue du Golfe Persique, ce qui est un décalage malheureusement régressif. Mais après, il faudrait quand même que notre général nous dise quels sont ces ennemis-là. Quand il parle des ennemis d'hier et d'aujourd'hui, est-ce que les ennemis d'hier, c'était la France ou est-ce que c'était les traîtres à la nation algérienne au niveau interne? Est-ce que c'était l'ensemble de l'OTAN? Est-ce que c'est qui les ennemis d'hier? Et les ennemis d'aujourd'hui, là aussi, c'est malheureusement pas clair. Donc, le peuple algérien veut bien lutter contre les ennemis avec les forces non seulement militaires, mais aussi les forces de police, la justice, etc., toutes les institutions contre nos ennemis. Mais faut-il encore nous les indiquer pour qu'on puisse participer? Est-ce qu'on peut lutter contre les ennemis sans les Algériens, tout en excluant tout un peuple? Là, il y a une contradiction, c'est mon premier point de vue. Après,
il va de soi que nous traversons une période extrêmement difficile aujourd'hui au niveau géopolitique. Tout ce qui nous entoure constitue des zones de turbulence, aussi bien à l'est, à l'ouest, au sud, au nord de la Méditerranée, et puis des voisins un peu plus lointains, le Moyen-Orient particulièrement, mais aussi les pays du Sahel, et nos alliés comme la Russie qui est en difficulté avec l'OTAN à travers l'Ukraine. Donc tout cela, évidemment, nous voulons bien l'entendre et nous voulons bien accompagner les institutions, ce qui représente les institutions algériennes, pour justement mettre en sécurité notre pays. Mais les phrases de sibyllines ne suffisent pas. Il faudrait qu'il y ait un langage de confiance, un langage fraternel. Il faudrait que les autorités tiennent compte des aspirations du peuple. Il faudrait que les élections soient des élections transparentes, libres véritablement, et que les candidats puissent se présenter sans qu'ils soient éliminés de façon comme ça à l'emporte-pièce, sans aucune raison réelle, sur uniquement des soupçons. Que l'on puisse avoir une assemblée véritable, représentative du peuple algérien, de toutes ces régions, de toutes ces forces politiques. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en place, et c'est possible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le président de la République et si le chef des armées, le général de corps d'armée, Chengueha, voulait être de vrais réformateurs et voulait que l'Algérie soit entre les mains des Algériens, qu'il y ait une souveraineté populaire, ils le peuvent. Aujourd'hui, ce qui reste du mandat d'Abdelmajid Tebboune, ils peuvent l'utiliser à faire des réformes, à faire une assemblée constituante, à programmer d'un changement des institutions qui, comme le disait à juste titre Maître Issa Rahmoun, permettrait la décolonisation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons malheureusement repris les institutions de la période coloniale. C'est-à-dire avec évidemment la même violence institutionnelle, le même dédain de citoyens, avec la fraude électorale, avec des apparatchiks qui prennent des postes qui ne méritent pas toujours. Donc, il y a tout un chantier. Si on est à la 64e anniversaire, c'est quand même l'âge, plus que l'âge de la retraite en Algérie. Donc, des Algériens nés le 5 juillet 1962, aujourd'hui sont à la retraite, sans qu'ils n'aient jamais véritablement été des citoyens à part entière. Donc ça pose un véritable problème, et le vœu reste toujours le même que pendant la guerre de libération nationale, c'est la souveraineté du peuple algérien et les libertés individuelles et publiques, les libertés démocratiques avec les standards internationaux, où les droits des Algériens seraient respectés et qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques pour des opinions ou pour un petit texte, une publication sur Facebook, des choses comme ça. Très bien. Restez avec nous, docteur Hassan Hirsch. Maître Issa Rahmoun, même question, à force d'évoquer des complots, ce discours risque de perdre en crédibilité et de reproduire l'effet inverse recherché. C'est un discours qui est récurrent ces dernières années. On parle de complot qui, bien sûr, qui vise l'Algérie, la stabilité de l'Algérie. Certes, il y a une situation géopolitique qui est là, qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer aussi les risques, mais ces complots aussi existent dans tous les pays. Il n'y a pas que l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Issa? Effectivement, ce genre de narratif, ce récit qui est développé par le régime algérien, il a existé depuis l'indépendance. Souvenez-vous, à l'occasion de la signature des accords d'Évian, une contestation était venue
se manifestait par le clan de Oujda, disant que les négociateurs ou les éléments qui ont participé aux accords d'Évian ont cédé le Sahara. Donc une partie très importante du territoire algérien, économiquement du moins, parce qu'il y avait toujours des casernes et des points de chute de la France coloniale de l'époque. Et économiquement, ça portait atteinte à la souveraineté nationale. Et c'est pour cela que l'armée des frontières était l'un des arguments pour contester l'accord d'Évian et prendre le pouvoir par la violence et la force. Il faut se souvenir, les historiens l'ont très bien soulevé dans leurs analyses tant historiques que présents, que c'était l'un des arguments de légitimation d'un coup d'État et d'une prise de pouvoir par la violence de l'armée des frontières. Les régimes autoritaires post-indépendance, d'ailleurs il faut se poser la question, il faut essayer de voir à peu près les pays qui ont accédé à l'indépendance dans les opérations de décolonisation qui a commencé pratiquement après la Seconde Guerre mondiale, où les républiques aujourd'hui sont toutes les républiques pratiquement de la région qui ont accédé à l'indépendance connaissent aujourd'hui des crises politiques très sérieuses de souveraineté nationale, de souveraineté du peuple, de démocratisation, de développement, etc. Les ennemis extérieurs de la main étrangère et de la main de l'étranger, deux choses différentes, la main étrangère et la main de l'étranger, on les retrouve souvent dans les pays autoritaires qui essayent de vendre cette image ou cette tentative pour se maintenir en poste en ayant ce patriarcat politique et cette domination paternaliste de la société. C'est dire que la société, en fin de compte, ne peut pas s'organiser, ne peut pas accéder au pouvoir à travers des mécanismes démocratiques, à travers des représentations politiques, que ça de la société civile, parce qu'aujourd'hui on voit dans des États, d'autres États, des représentants, des militants, des activistes de la société civile accéder au pouvoir, y compris en Espagne. C'est un exemple très important, où des présidents d'associations en Espagne, des syndicalistes, des associations de quartier arrivent à accéder au Parlement et à travers le Parlement faire changer des positions de l'État espagnol. Et du coup, on se retrouve devant une situation. Donc, il y a cette tendance maladive du régime à exploiter au niveau international, tant au niveau national, pour faire peur aux Algériens, d'une tentative de déstabilisation. Et souvenez-vous, si on va faire un travail de monitoring là depuis pratiquement l'indépendance de l'Algérie sur les discours qui attaquaient les ennemis d'hier et d'aujourd'hui, comme disait Hassan, c'est le même discours qui est ambiant, qui est ancré dans la pratique du régime. C'est-à-dire que le disque n'a pas changé, que le standard n'a pas changé et que le récit, le narratif n'a pas changé. Tandis que la société a changé profondément. Et là, les résultats des élections, cette opération de boycott à 80% est un message très très fort. Par contre, je voulais signaler à Sinassar, 64 ans après l'indépendance, imaginez à Sinassar, Hassan, j'attire ton attention par rapport à ça. 50% du régime est en prison et 50% de l'opposition, des activistes pour la démocratie sont en prison. C'est l'échec d'un système, c'est l'échec d'un régime, c'est l'échec des institutions, de l'administration, de la justice, des trois pouvoirs, des deux pouvoirs et d'une autorité, pouvoir exécutif, législatif et d'une autorité judiciaire. C'est l'échec d'un État. L'heure est très grave aujourd'hui. On se retrouve
50% des dirigeants politiques, qu'ils soient militaires ou civils, se retrouvent en prison. Et 50% de l'opposition isolée, vaincue, emprisonnée ou poussée à l'exil. Et ça, le régime n'arrive pas à comprendre, à faire l'évaluation de ce désastre 64 ans après l'indépendance. Très bien. Excellente réflexion, Maître Issa Rahmoun. Vous avez soulevé la question des élections. On va terminer avec cette question, bien sûr. Les élections législatives, moins de 21% donc, de participants donc à cette élection. Le taux de participation. On va regarder ces images d'abord avant de donner la parole à nos invités. On regarde ces images. بداية وبعد نجاح الحدث الوطني الذي عرفته الجزائر من حيث الإقبال الواسع لمختلف فئات المجتمع الجزائري للمشاركة في تشريعيات الثاني جويليا، والذي أبان عن مستوى الوعي لدى المواطن الجزائري داخل وخارج الوطن بضرورة المساهمة في بناء مؤسسات الدولة ضمن مبدأ الديمقراطية التشاركية. A few moments later. Docteur Hassan Hirsch, mais aussi pour notre ami Maître Issa Rahmoun, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, 2 minutes chacun. Je sais que cette question mérite beaucoup plus de temps, surtout avec vos analyses pertinentes. Docteur Hassan Hirsch, le chef de l'État, bien sûr, a parlé des dernières élections. Dans son message, il a parlé d'une étape du processus d'édification d'une véritable démocratie. Comment peut-on, quand on parle de perspective, vous avez posé une question qui est aussi très importante, jusqu'à quand 64 ans après, c'est pas peu de temps. Jusqu'à quand cette façon de gérer notre pays, et aussi ça a été rappelé par Maître Issa Rahmoun, qui a dans ses propos, l'heure est très grave aujourd'hui pour notre pays, l'échec d'un système, mais aussi l'échec d'un État. Comment vous voyez les choses, Dr Hassan Hirsch, quand on parle d'urgence? Et bien sûr, je pense que le titre de l'émission, 64 ans après l'indépendance, l'urgence d'un nouveau souffle. Est-ce que vous pensez qu'il y a urgence pour qu'il y ait un vrai changement en Algérie? À partir du moment où la vie sociale est anxiogène, à partir du moment où la société vit justement une crise totale, crise morale, crise économique, crise politique, crise culturelle, crise linguistique, etc., il va de soi qu'il y a urgence. Il y a urgence et il y a des possibilités. Vraiment, je pense que ce soir, avant la fin de cette journée du 5 juillet, si Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengueriha décidaient, ils se réunissent tous les deux, se regardent les yeux dans les yeux et ils se disent, tiens, à partir d'aujourd'hui, on va faire de grandes réformes et on va faire participer le peuple algérien à son bonheur. Et on va le faire participer à toutes les révolutions dont rêvaient les chouhadas. C'est-à-dire la révolution culturelle, mais véritable, pas des slogans, la révolution économique, véritable, mais pas des slogans, etc. Et qu'on puisse sortir d'une situation où on a l'impression que nous sommes en guerre froide, en guerre virtuelle, en guerre civile virtuelle aujourd'hui, quand on écoute les différents protagonistes, quand on lit les pages des réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a une guerre virtuelle en Algérie et qu'il y a un affolement total et c'est sauf qui peut, les gens ont peur, ils ont peur de leur sécurité, ils ont peur de leur avenir, ils ont peur de leur situation économique, financière, et ils ont peur pour leurs enfants, pour l'école, pour l'université, ils ont peur pour l'agriculture, ils ont peur pour le climat, ils ont
peur pour leurs droits, hein. Ils ont peur pour tout, pour leur liberté. Donc, comment rendre ce pays, à ce pays la confiance qu'il mérite? Comment faire en sorte que le fossé, la rupture qu'il y a entre le peuple algérien et ses dirigeants puisse être colmaté? Comment faire des réformes sérieuses à partir de maintenant et très vite, comme vous le dites, c'est extrêmement urgent. Comment faire en sorte que le peuple algérien soit soudé pour faire face justement aux menaces dont parlait le général Chlengaïcha, des menaces qui ne sont pas qui ne sont pas petites, qui sont réelles au niveau international notamment. Et il n'y a que le peuple algérien qui peut faire face. On a beau avoir du matériel militaire, on a beau avoir des officiers bien formés, performants, etc. Mais tout ce matériel d'abord dépend malheureusement de l'étranger. Et sans la participation de tout le peuple, l'Algérie présentera toujours des points faibles, des points de vulnérabilité, et ne sera pas la puissance dont rêvait les Chiouada, dont rêvent nos enfants, une puissance non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international. C'est une puissance, mais pas que militaire, une puissance économique, une puissance culturelle, une puissance d'innovation, une puissance de fraternité, une puissance de sécurité. C'est ça qui manque aux Algériens. Et puis travailler au retour des exilés. Nous sommes 6 millions à 7 millions d'Algériens à l'étranger. Il faut penser à rapatrier toute cette énergie, tout ce savoir, tous ces militants, tous ces patriotes, etc. Merci voilà, Hassan. On est à la veille de quelque chose. Il faudrait qu'ils prennent la décision d'un changement. Vous avez rappelé bien sûr la diaspora, et beaucoup de cette diaspora est touchée par malheureusement l'interdiction d'entrée en Algérie, pas de sortie pour ceux qui sont en Algérie, bien sûr. Il y a des militants qui sont touchés par l'interdiction de sortie du territoire national. Mais aussi, vous avez parlé de l'urgence, et comme le 5 juillet d'habitude, il y a des grâces concernant donc les détenus. On aurait aimé qu'il y ait une grâce qui va toucher les détenus d'opinion, mais il y a aussi un ouvrage qui m'a marqué, qui m'a interpellé d'Hassan Maître Issa Rahmoun, l'ouvrage donc d'Akram Belkaïd, pardon, un pays empêché, l'Algérie un pays empêché. Il a rappelé donc que l'Algérie n'est pas un pays dépourvu d'atouts, mais un pays empêché par des blocages politiques, économiques et institutionnels qui freinent son développement. Donc, on est dans cette réalité. Maître Issa Rahmoun, très rapidement. C'est un pays de vœux et non pas de réalisation. Maître Issa Rahmoun, le dernier mot est à vous, très rapidement, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a urgence, d'après vous, qu'il y ait un vrai changement en Algérie? Vous avez rappelé aussi 2019, le Hirak qui était quand même révélateur, le Hirak populaire, présenté comme l'expression d'une forte aspiration au changement politique, à davantage de transparence et à une meilleure gouvernance. Très rapidement, Maître Issa. Très rapidement, moi je dirais, écoutez, depuis pratiquement l'arrêt du processus démocratique ou du processus électoral de 91, le régime algérien a mis l'Algérie dans ce qu'on a appelé communément à l'époque, autant que juriste, dans un système d'état d'urgence. Et l'état d'urgence qui était levé en 2012, rappelez-vous, a permis de lever ce principe juridique, mais de le maintenir dans l'esprit du régime et de la gouvernance. Le régime, depuis 91, ne veut pas se défaire de l'état d'urgence, qui est aussi un état d'exception. Et dans un état d'exception, il n'y a plus d'état de droit. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de construire un État, que de mettre l'État en régime d'état d'urgence. Et pour construire un État, comme disait Hassan, c'est pas en emprisonnant les opposants, les journalistes, les activistes,
C'est pas en privant les Algériens de l'exercice de la citoyenneté. C'est pas en dominant la société, en dominant la population. Aujourd'hui, il faut libérer l'initiative politique, les initiatives de la société civile, l'initiative économique. Pour un militant de gauche, c'est très difficile d'adopter le discours du libéralisme, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il faut libérer les initiatives, libérer les énergies, libérer l'espoir, en fin de compte. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit atterrir en Espagne, dans le sud de l'Espagne, dans le sud de la France, des centaines d'Algériens qui fuient le pays, ça renvoie une image d'un pays où les jeunes, où les Algériens n'ont plus d'espoir, que le territoire n'est plus un vivier d'espoir pour les Algériens. Moi, je termine par cette anecdote. Depuis mon installation en tant qu'avocat à Paris, je t'assure à Nasser, Adda Hassan, que je reçois des clients algériens et j'ai reçu une ancienne, je parle d'une femme officier de la DGSN, qui était commissaire, une femme qui voulait accéder à la nationalité française parce que son grand-père avait fait la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Je reçois des Algériens pour des titres de séjour, pour demande de nationalité. Et l'esprit de l'indépendance, 64 ans après, des centaines d'Algériens n'hésitent pas à demander, des milliers d'Algériens n'hésitent pas à demander la nationalité française. Voilà le bilan de 64 ans d'indépendance. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun. Merci avec cette fin, bien sûr, qui est très forte, mais aussi merci à vos analyses pertinentes de Hassan et Maître Aïssa Rahmoun. Toujours un plaisir de vous avoir. Espérons partager une autre émission avec vous dans les prochains jours. Dr Hassan Hirish, économiste et analyste politique, merci à vous. Merci à Maître Aïssa Rahmoun, avocat et secrétaire général de la FID, de la Fédération internationale des droits humains. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atekoum Saha, ou Bqaw ala khair.